Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission du Bulletin des régions, une émission produite grâce à la collaboration des télévisions communautaires associées à Cogeco. Bonne émission. Au sommaire pour vous cette semaine. Dans Vaudreuil-Soulanges, la réduction du seuil d'immigration fait craindre le pire aux entrepreneurs. À la Pocatière, on se réjouit du contrat de 955 millions de dollars remporté par la firme Alstom pour la construction de 420 voitures pour le métro de Toronto. À Petite-Rivière-Saint-François, on pousse un soupir de soulagement avec la réouverture du centre de ski Le Massif après 20 jours de grève. À Portneuf, le maire Mario Alain devient le préfet de la MRC de Portneuf. À Princeville, la construction d'habitations ainsi que le soutien aux nouveaux acheteurs est une priorité pour les prochaines années. Dans la vallée de la Matapédia, les diffuseurs de spectacles s'inquiètent des coupures au programme de culture à l'école. À Prévost, la maison d'entraide soutient, depuis 1978, les plus démunis. À Passepébiac, le club des aventuriers de la baie inaugure un sentier d'hiver pour les véhicules tout-terrain d'une longueur de 70 km entre Port-Daniel et Bonaventure. Mais pour commencer cette émission, rendons-nous à Forestville, où l'annonce de la fermeture du Centre d'études collégiales provoque une onde de choc dans toute la Haute-Gaspésie. Et Joanie Gaudreault, de la Télévision du Littoral, nous informe qu'une mobilisation est en cours pour sauver ce centre de formation qui est en opération depuis 1996. L'heure de la fermeture a sonné pour le Centre d'études collégiales de Forestville affilié au Cégep de Chicoutimi. Le petit établissement collégial fermera ses portes à la fin de la session d'hiver, selon ce qui a été annoncé au personnel et aux étudiants le 20 janvier en après-midi. Le Cégep de Chicoutimi a confirmé qu'un processus est en cours pour la fermeture, mais que celle-ci devrait être acceptée par le conseil d'administration de l'établissement. Selon la mairesse de Forestville, Micheline Anctil, la baisse du nombre d'inscriptions conjuguée à une diminution des revenus sont au cœur de la décision de fermer les livres. Une révision du soutien financier accordé par le ministère de l'Éducation aurait aussi un rôle à jouer, notamment dans la baisse des revenus. Actuellement, 11 élèves étudient au Centre d'études collégiales de Forestville. Les 3 jeunes qui en sont à leur première année devront trouver un plan B en août prochain pour terminer leur diplôme d'études collégiales en sciences humaines. Cette décision a créé une onde de choc chez les élèves et le personnel qui ne s'attendaient pas du tout à une fermeture. Une mobilisation s'est rapidement enclenchée en Haute-Côte-Nord alors que plusieurs déplorent l'accès déjà difficile aux études supérieures. Le Centre d'études collégiales de Forestville, qui existe depuis 1996, est le seul établissement postsecondaire sur le territoire. La directrice du Carrefour Jeunesse Emploi, Claudine Roussel, a d'ailleurs clamé haut et fort son désaccord face à cette décision. Elle la qualifie comme un recul majeur en matière d'accès à l'éducation, de persévérance scolaire et de vitalité régionale. Pour plusieurs, poursuivre des études collégiales hors région n'est tout simplement pas envisageable et le Centre d'études collégiales jouait un rôle essentiel selon elle. De son côté, la MRC de la Haute-Côte-Nord a qualifié de déplorable cette fermeture. Depuis sa création, ce centre qui relève du Cégep de Chicoutimi offrait aux étudiants la possibilité de poursuivre leur formation près de chez eux dans un environnement de qualité tout en demeurant ancrés dans leur communauté, rappelle-t-elle. La MRC dit être consciente des défis auxquels faisait face le modèle actuel, notamment en raison du faible nombre d'inscriptions. Elle apporte depuis de nombreuses années une contribution financière au maintien de cette institution et réitère son engagement à travailler avec ses partenaires afin d'explorer toutes les avenues possibles pour maintenir et développer une offre de formation accessible, durable et adaptée aux réalités de la région. La mobilisation sera-t-elle suffisante pour sauver l'établissement collégial? C'est un dossier à suivre. Joanie Gaudreault à Forestville. Le journaliste Félix Sabourin-Gonzalez de CJSR nous rapporte que les entrepreneurs de la région de Vaudreuil-Soulanges s'inquiètent de la réduction des seuils d'immigration en cette période de pénurie de la main-d'œuvre.
Le 14 janvier dernier, C'est sur la télé a assisté à un panel organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulanges intitulé « Parlons main-d'œuvre étrangère ». Parmi les sujets abordés figurait notamment la réduction du seuil d'immigration proposé par le plan d'immigration 2026-2029 par le gouvernement du Québec. Pouvez-vous m'expliquer l'implication du CCIVS dans l'événement d'aujourd'hui? Oui, on a travaillé avec la FCCQ conjointement pour pouvoir organiser ce déjeuner-là. Notre objectif est simple, on veut mettre en lumière les obstacles puis les défis que nos entreprises ont en termes de main-d'œuvre, présentement, une pénurie de main-d'œuvre. Plusieurs chefs d'entreprise de Vaudreuil-Soulanges ont pris la parole afin de partager leurs inquiétudes. Le plan vise un resserrement du volume global de l'immigration afin de diminuer la pression sur l'accès au logement, aux services de santé, d'éducation et de francisation. Des représentants de la FCCQ et de la CCIVS sont venus exprimer leurs préoccupations face aux impacts du nouveau plan pour le milieu des affaires. Quand on regarde le 1,4 million de postes à pourvoir au cours des 10 prochaines années, ça voudrait dire que concrètement, pour les 3 prochaines années, on aurait besoin de 106 000 nouveaux immigrants économiques par année. Oui, bien en fait, l'enjeu numéro 1 des petites et moyennes entreprises partout à travers le Québec, c'est la pénurie de main-d'œuvre. On n'arrive pas à trouver les travailleurs dont on a besoin. Et récemment, le gouvernement du Québec a annoncé qu'il réduisait les seuils d'immigration à 45 000 par année. Pour donner cette prévisibilité-là aux employeurs, pourriez-vous nous donner un exemple, par exemple, de règles simples que Québec et ou Ottawa devraient adopter maintenant? 2 idées là, qu'on pourrait mettre immédiatement, puis les suspendre, en fait. Premièrement, c'est les restrictions qui raccourcissent la durée des permis, alors que les besoins sont structurels, sont présents. Alors, on pourrait suspendre ça, mettre un moratoire. Puis deuxièmement, la réduction, l'instabilité de la liste de traitement simplifiée qui enlève toute capacité de planification au PME. Si on perd 2, 3, 4, 10, même on entendait 40, 45 employés, mais c'est des quarts de travail qui ne peuvent pas être assumés. C'est des contrats qu'on doit peut-être refuser. C'est même des investissements qu'on ne pourra peut-être pas faire. On a fait un sondage à travers le Québec pour voir quel est l'impact justement de la réduction des seuils. 65 des entreprises dans la région de la Montérégie, bien sûr, qui ont répondu sont impactées par les restrictions PTET. En moyenne, les entreprises en ont perdu 6 au cours de la dernière année. Il y en a même une qui en a perdu 50 dans la région. Et c'est pour ça que la FCCQ et toutes les chambres de commerce du Québec doivent continuer de marteler le message qu'il y a des réalités différentes par région. Nous, ce qu'on demande au gouvernement fédéral, dans un premier temps, c'est de ramener le programme des travailleurs étrangers temporaires comme il l'était il y a 1 an et demi. Donc, de permettre aux entreprises de renouveler les permis de travail de leurs travailleurs et de leur donner accès à la main-d'œuvre dont ils ont besoin. Ça, c'est la première chose. La deuxième, on a une élection qui s'en vient l'automne prochain au niveau du Québec. On souhaite que les partis se prononcent sur les seuils d'immigration et qu'on revoie les seuils à la hausse. C'est à l'Apocatière, à l'usine Alstom, que seront construits les principaux éléments des 420 nouvelles voitures pour le métro de Toronto, un contrat évalué à quelque 955 millions de dollars, et Gérald de Beaulieu, de CEMA TV, était à l'annonce de cet important contrat. Le jeudi 22 janvier 2026 était une journée de réjouissance à l'usine Alstom de l'Apocatière. À la suite de l'accord survenu la semaine dernière avec les commissions des transports de Toronto, la ville-reine achètera 70 rames de 6 voitures, ce qui représente 420 véhicules de métro Métropolis d'Alstom pour moderniser sa flotte vieillissante. C'est 955 millions de dollars canadiens en investissement. Le contrat inclut des options allant jusqu'à 150 rames supplémentaires en fonction des besoins, pour une valeur totale de 2,3 milliards en UR sur 10 ans. Le directeur de l'usine, Frédéric Plateux, a évoqué l'expertise du personnel et la notoriété bâtie en près de 50 ans. Depuis plusieurs décennies, cette usine contribue au développement de solutions mobilité durables qui desservent des millions de citoyens. Tout cela est rendu possible grâce à l'expertise, à l'engagement indéfectible de nos équipes. Enchaînant,
L'honorable Joël Lightbone, ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement, a expliqué que ce contrat s'inscrit dans la mouvance fédérale de favoriser le contenu canadien dans ses investissements avec le programme Acheter canadien. C'est un investissement majeur qui vient avec des conditions de contenu canadien essentielles pour que ces trains soient conçus, qu'ils soient fabriqués et qu'ils soient assemblés par Alstom ici au Canada à partir de matériaux canadiens, d'aluminium et d'acier canadien. Plus que jamais, on doit être notre meilleur client et c'est exactement ce qu'on fait. Cette stratégie vient en quelque sorte contrebalancer le Buy American Act, privilégiant les intérêts américains au sud de la frontière. Financés en partie par Ottawa, les taxes et impôts provenant du Québec réintégreront donc en partie l'économie québécoise. Des nouveaux véhicules qui vont être conçus par nos ingénieurs à Saint-Bruno-de-Montarville, fabriqués ici par les employés de la Pocatière et de Thunder Bay, testés dans notre usine de Kingston avant d'être livrés à notre client à Toronto. Ils vont mettre à l'ouvrage des dizaines et des dizaines de fournisseurs locaux. C'est près de 1000 emplois directs au pays, 1700 emplois indirects qui vont être soutenus par ce contrat. Des projets de cette envergure, payés par les contribuables, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est pour ça que c'est important d'en faire des véritables catalyseurs de croissance et de souveraineté industrielle. Notre parcours n'a pas toujours été facile à la Pocatière. On a eu des hauts, on a eu des bas, mais votre résilience a été extraordinaire. Aujourd'hui, c'est votre journée. Cette annonce est une reconnaissance claire de votre talent, de votre expertise et de votre engagement. Et pour la première fois depuis des années, l'avenir de l'usine de la Pocatière est synonyme de prévisibilité, de stabilité et de croissance. Comptant actuellement 500 employés, l'usine du Kamouraska sera chargée de fabriquer les toits, les planchers et les murs. La production sera ensuite dirigée en Ontario pour être assemblée à Thunder Bay et les essais se feront à Kingston. L'entrée en service des premières voitures est prévue pour 2028. C'était Gérald Beaulieu pour CMA TV Nouvelles à La Pocatière. Écoutons maintenant Félix Chouinard de TVCO nous dresser un bilan du conflit de travail au centre de ski Le Massif de Petite-Rivière-Saint-François. Après 20 jours de grève et l'annonce d'une fin de saison prématurée, le Massif et ses employés sont parvenus à une entente pour permettre à tout le monde de retourner au travail et assurer la reprise des activités pour la saison en cours. Réunis à Maison-Mère, les employés syndiqués affiliés à la CSN ont adopté à 91 % une entente leur offrant une augmentation de 19 % sur 5 ans, ainsi qu'une protection quant à l'inflation. Êtes-vous content, oui? Oui. Très bon deal. Oui. Globalement, c'est très bon. Excellent. Le syndicat se dit très satisfait des gains obtenus et assure que le conflit ne laissera pas de marque quant aux relations entre l'employeur et ses employés. Dans toute négociation, il y a des gains. OK, la négociation est quand même difficile et longue, on ne se le cachera pas. Mais on a des gains, on est content. Là, on a quand même réussi à incorporer là, la protection de l'IPC sur les 3 dernières années de la Convention. C'est vraiment un énorme gain. Là. On a quitté en bon terme les négociations. Moi, les relations de travail étaient excellentes avant, puis je vois pas pourquoi les relations de travail seraient différentes. Là. Le contexte négo est le contexte de négo, puis le contexte relations de travail demeure relations de travail. Donc, ça ne laissera pas de traces, là? Ouais, j'espère vraiment que ça n'en laissera pas. Là. En tout cas, de mon côté, je veux pas qu'il y en ait, là, parce que j'ai encore à travailler avec les mêmes personnes qui étaient en face de moi en table de négociation. L'entente entre les deux parties permet également de renverser la décision de l'employeur de fermer la montagne. Une décision prise suite au refus par la partie syndicale de l'offre du 19 janvier. L'employeur jugeait alors qu'il était impossible pour lui de garantir la qualité d'enneigement suffisante pour maintenir les activités sur la montagne. Cette décision avait créé une réelle onde de choc dans la région. Quel est jusqu'à présent l'impact de la grève au Massif? Énorme, incommensurable. Vous avez perdu quel pourcentage de votre chiffre d'affaires? 85 %.
Et ça, depuis le début de la grève? Non, pas depuis le début de la grève, parce qu'à un moment donné, on y croyait plus ou moins qu'une station telle que le Massif, une macro-station ferme. On a dit, bon, les gens, ils ont des raisons pour faire ce qu'ils font en ce jour. Puis on s'est dit, ben non, ils vont s'entendre, ils vont s'entendre. Mais finalement, quand le coup près est tombé hier soir, ben là, il y a un malaise qui s'est installé. Puis ce malaise-là, il est encore là aujourd'hui. Comment le décririez-vous, ce malaise? Bien, par l'absence de clients, par l'absence de tourisme, par l'absence de la montagne. Je suis à flanc de montagne, moi, du Massif. C'est mon partenaire d'affaires. Les employés qui font du piquetage sur la 138, c'est mes clients, c'est des amis. Alors, je suis comme il y a un ramassis d'émotions aujourd'hui qui est un peu indescriptible. Depuis l'annonce pour le closure complet pour la saison, on commence à recevoir beaucoup l'annulation. Jusqu'à ce moment, je fais un compte, on a, je pense, 10 annulations à lieu de ça, mais chaque journée, on continue de recevoir l'annulation. Mais maintenant, c'est beaucoup les Ontarians qui commencent pour annuler leur trip parce que ça prend plus la planification pour venir ici. Mais avec le Québécois, on est correct avec l'annulation, mais le monde qui vient à l'extérieur commence pour annuler. Malgré les craintes et les répercussions bien réelles, la fermeture annoncée de la montagne fut l'occasion pour certains de relativiser la place du Massif comme seule destination touristique de la région. C'est certain qu'on a été secoués. C'est un scénario, évidemment, qu'on entendait déjà parler depuis quelques jours, mais qu'on redoutait. On avait vraiment espoir là, que les deux parties puissent arriver à une entente. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Maintenant, bien évidemment, notre rôle, c'est de se retrousser les manches. On a quand même plus de 500 entreprises dans Charlevoix, une tradition hospitalière qui remonte à 200 ans, une autre station de ski, 2 parcs nationaux, plein d'autres produits. Donc vraiment, ce qu'on va essayer là, à l'approche des semaines de relâche, c'est vraiment d'envoyer un message positif aux visiteurs pour leur dire de ne pas annuler leur réservation puis de découvrir peut-être Charlevoix autrement. Est-ce que la fermeture du Massif a un impact réel sur l'économie locale ici à Petite-Rivière et même régionale? Définitivement. Mais oui, c'est sûr, il n'y a personne qui va dire, il n'y a personne qui célèbre la fermeture de la saison au Massif aujourd'hui. Mais est-ce que Charlevoix, c'est uniquement le ski au Massif de Charlevoix? Il y a une offre extrêmement diversifiée, puis il faut que nous, le message qu'on envoie à la population générale, c'est venez, puis non seulement venez, mais venez encore plus. On a énormément de choses à proposer dans la région. On a des entrepreneurs authentiques qui ont un enracinement local partout sur le territoire. Je veux dire, on a une offre extrêmement diversifiée, des alpagas au ski de fond en haut ici chez nos voisins du Sentier des Caps, le nombre de kilomètres de sentiers pédestres gratuits. Ce qui a fait la réputation avec le temps de Charlevoix, là. Ça date pas d'il y a 20 ans, là, la destination touristique de Charlevoix. Là. Ça date d'il y a bien plus longtemps que ça. Je veux dire, l'ancrage de Charlevoix, sa réputation est faite par ses paysages, par les gens qui l'habitent, par l'accueil qu'on a, par l'offre touristique qui est diversifiée déjà sur le territoire, par le territoire qu'on a à offrir aussi aux gens. Alors moi, ce que j'envoie, puis ce que je souhaite, puis nous, ce qu'on souhaite envoyer comme message, c'est juste, la région n'est pas fermée, là, elle est bien vivante, puis elle continue de vivre. Malgré une réouverture du Massif le 24 janvier, des cicatrices restent de ce conflit, notamment du côté de la relation avec les élus locaux. Bien, écoutez, c'est tout le temps la même affaire. Les politiciens prennent toujours la part des employeurs au lieu de prendre la part des travailleuses et des travailleurs. Ces gens-là, maintenant, là, c'est eux autres qui vont dépenser sur la rue Saint-Jean-Baptiste parce qu'ils vont avoir un meilleur salaire, ils vont être capables de dépenser plus. Donc, à un moment donné, c'est triste, mais c'est souvent la même rhétorique. Mais ces gens-là avaient besoin de bonnes conditions de travail. Ils vont rentrer la tête haute, ils vont être contents, ils vont pouvoir dépenser, ils vont pouvoir travailler et donner des services. Puis en même temps, moi, j'ai 60 ans. Ça fait longtemps que je viens dans la région, l'été, l'hiver. Et oui, le Massif, c'est un fleuron de la région. Mais il n'y a pas juste le Massif dans Charlevoix. Il y a d'autres activités à faire. Donc, le monde, c'est pas vrai que le Massif vient scraper une région complète non plus, là. Soulignons que l'annonce de la fermeture du Massif
avait amené certains élus à prendre vivement position pour une entente rapide entre les deux parties, déplorant du même chef les refus de la partie syndicale. C'est toute la région présentement qui est hypothéquée par rapport à la situation actuelle. Avez-vous l'impression qu'il y a comme une bombe qui a explosé, là, puis que là, tout le monde est en train de voir les conséquences? Je pense que oui. Je pense qu'il y a certaines personnes qui ne voyaient pas la conséquence, l'ampleur du massif. Là. C'est pas juste le massif, là, c'était Charlevoix en totalité qui a été pris en otage. Là. Bien, écoutez, mon message était clair. Ne prenez pas les citoyens de Charlevoix et l'industrie touristique de Charlevoix en otage. On sait à quel point on a mis de l'effort au cours des dernières années pour faire de Charlevoix un incontournable en tourisme hivernal. Et là, ça vient un peu contrecarrer tout ce qu'on a fait. Il y a eu une hypothèse de règlement qui avait été présentée au syndicat qui a été refusée. Il y avait également une demande d'arbitrage. Donc, si l'arbitrage avait été accepté, premièrement, on nommait l'arbitre dès le lendemain matin, mais l'arbitrage permettait de continuer les négociations tout en retournant au travail. C'était vraiment ce que l'on souhaitait. Ça a été refusé par le syndicat, quelque chose que l'on déplore parce que là-dedans, tout le monde doit mettre de l'eau dans leur vin. On comprend les deux parties, on ne veut pas s'immiscer non plus dans le conflit, mais il faut comprendre que les conséquences dépassent largement les conditions de travail et le conflit en ce moment au massif, mais ça va avoir des répercussions sur plusieurs industries, notamment l'industrie touristique et bien sûr, tout le monde qui y travaille. Le conflit de travail au massif, malgré son heureux dénouement, laisse certainement un brin de rancœur au sein de la partie syndicale. Une rancœur qui ne sera pas oubliée de sitôt. Il faut dire aussi que Mme Bourassa, là, peut-être qu'au lieu de se préoccuper là, des employeurs, aurait pu avoir une préoccupation pour les travailleurs, les travailleuses de la région. Mais à force de mettre de l'eau dans son vin, demander de mettre de l'eau dans son vin, c'est manquer de considération pour les gens qui habitent la région. Parce que les travailleurs, les travailleuses du massif, ce sont des gens qui habitent la région. Mais c'est pas grave, on va s'en souvenir. On va s'en souvenir dans 8 mois. Parce que les travailleurs, les travailleuses, c'est des citoyens qui vont voter. Le maire de Portneuf et nouveau préfet de la MRC de Portneuf, Mario Alain, souhaite que les maires de la région demeurent unis et solidaires pour bien représenter les intérêts régionaux auprès des autres instances. Un reportage d'Aubert Tremblay de CJSR. Alors, il me fait plaisir de proclamer M. Mario Alain, nouveau préfet à la MRC de Portneuf. Mario Alain est le maire de la ville de Portneuf. Le message qu'il a adressé à ses confrères et consoeurs est simple. Gardons l'unité entre nous pour être mieux entendus par les autorités provinciales et fédérales. Un message de continuité, donc, selon lui. La force de la MRC de Portneuf, c'est l'union qu'on a créée, puis c'est la volonté de s'accoter les coudes puis de travailler tout le monde dans le bon sens. Fait que moi, c'est mon mandat. En tout cas, c'est le mandat que je me donne pour travailler avec vous puis de profiter de votre contribution pour arriver, si vous voulez, à nos fins. Quand on lui demande un exemple de ce qu'a permis d'accomplir cette collaboration entre les maires et mairesses, il parle des services de santé. Et vous savez qu'à Portneuf, en santé, en 2016, on n'existait pas. Okay? On était purement et simplement disons, une traînerie là, que la capitale nationale avait comme pas le choix d'assumer. Okay? On a réussi à franchir des pas, à se positionner, à se faire entendre. Puis avec, je faisais l'ancien préfet, parce que j'y lève mon chapeau, le travail qu'il a fait. Avec l'ancien préfet, c'est une des choses auxquelles M. Gaudreault, il a représenté notre MRC de la bonne façon pour se faire entendre. On a aussi élu le préfet suppléant pendant la rencontre. Les résultats d'élection nomment M. Simon Ché comme préfet suppléant. Félicitations, M. Ché. Simon Ché, lui, est maire de Neuville. C'est son premier mandat comme maire, mais ce n'est pas un nouveau venu en politique. Ça fait 8 ans. J'ai été conseiller municipal de Neuville pendant 8 ans, représentant de la ville de Neuville en remplacement de M. Gaudreault pendant 2 ans durant ce 8 ans-là. Donc, j'ai déjà une expérience de la MRC. C'est ce qui m'a un peu aidé aujourd'hui à me positionner à ce poste-là. Aubert Tremblay pour CJSR. Jacob Kenville de la télévision de l'Érable nous rapporte plusieurs initiatives mises de l'avant par la ville de Princeville pour soutenir le développement résidentiel.
Bonjour tout le monde, merci beaucoup d'être ici aujourd'hui. Donc l'année 2026 marque le lancement du Faubourg des Prés. C'est un projet résidentiel structurant pour Princeville, mais aussi pour l'ensemble de la région de l'Érable. On le sait tous, l'accès à un logement et à l'accès à la propriété, c'est un enjeu aujourd'hui qui est très important, préoccupant pour de nombreux ménages, de nombreuses familles. Le Faubourg des Prés vient répondre concrètement à cette réalité en rendant disponibles de nouvelles habitations à proximité immédiate de notre centre-ville et de nos services. Le projet du Faubourg des Prés permettra d'offrir des terrains à un prix inférieur à la moyenne régionale, d'augmenter l'offre résidentielle dans un contexte de rareté, de favoriser l'accès à la propriété et de réduire la pression sur le marché locatif. Le Faubourg des Prés est situé dans un secteur stratégique, facilement accessible par des grands axes routiers à proximité des routes 116 et 263, mais aussi par les réseaux cyclables à proximité de la route linéaire des Bois-Francs. Ce sont 18 blocs de logement de 8 unités qui longeront la piste cyclable pour un total de 144 unités. Et ce sont 93 ménages, familles, qui profiteront du dynamisme de la ville de Princeville. Donc on parle de 63 maisons unifamiliales, de 30 maisons jumelées. Au total, ce sont 100 terrains résidentiels qui verront prochainement le jour, représentant 237 nouvelles unités résidentielles. Afin de permettre la réalisation de ce projet, le conseil municipal a récemment approuvé un règlement d'emprunt décrétant une dépense d'environ 12,3 millions pour un emprunt de 4,8 millions de dollars. Le projet est appelé à s'autofinancer, car selon les prévisions actuelles, les revenus des taxes générés par les nouvelles constructions devraient dépasser les dépenses liées à l'emprunt. Cette approche permettra à terme de soutenir la croissance de la ville en limitant la pression financière sur l'ensemble des contribuables. Au cours des prochaines années, d'importantes infrastructures devront être financées. Ce développement viendra concrètement améliorer la qualité de service offert aux citoyens. Pensons notamment à la mise aux normes de l'usine d'eau potable, à l'agrandissement du boulodrome ou encore à la réfection de la salle Pierre-Prince. Dans le contexte actuel où les revenus municipaux reposent essentiellement sur la taxation foncière, les nouveaux développements jouent un rôle essentiel pour soutenir et moderniser nos infrastructures collectives. Autrement dit, le Faubourg des Prés constitue un investissement structurant pour les prochaines décennies. Nous franchirons d'ailleurs prochainement une étape cruciale avec l'octroi de contrat. Enfin, ce projet est le fruit de plusieurs années de travail, de planification, de persévérance. Ça n'aurait pas été possible sans l'engagement soutenu et la vision des élus du conseil municipal précédent. On a d'ailleurs Laurier et Dany avec moi qui en faisaient partie de l'ensemble de l'équipe municipale qui ont su mener à ce dossier à terme malgré les défis. Donc félicitations pour ce legs important laissé à la ville de Princeville, un legs qui certainement portera ses fruits pour les générations actuelles et futures. Merci beaucoup. Pour accompagner cette croissance, la Ville souhaite également faciliter l'accès à la propriété, particulièrement pour les nouveaux acheteurs avec le programme Première Maison de développement économique Princeville. Allons entendre le président du programme, M. Laurier-Chagnon, à ce sujet. C'est avec fierté que je vous annonce le retour du programme d'aide Première Maison. C'est une initiative phare visant à soutenir l'établissement de nouvelles familles et à stimuler le développement résidentiel sur notre territoire ici à Princeville. Pour 2026, le programme est bonifié afin de répondre encore mieux aux réalités du marché et aux besoins des ménages. Très apprécié lors de sa dernière mouture, le programme Première Maison revient avec des améliorations significatives. Le remboursement maximal des droits de mutation passe de 1 500 à 2 000 $, offrant ainsi un soutien financier accru aux nouveaux acheteurs. Autre nouveauté importante, l'achat d'un terrain est désormais admissible. En plus de l'achat d'une propriété existante ou neuve, cette bonification vise à encourager les projets de construction résidentielle et à soutenir le développement de nouveaux quartiers ici à Princeville. Enfin, le délai pour déposer une demande est prolongé de 12 à 36 mois, offrant une plus grande flexibilité aux familles qui souhaitent planifier leur projet d'établissement à leur rythme. Dans le cas d'un achat de terrain, le projet de construction devra être réalisé dans un délai maximal aussi de 3 ans suivant l'acquisition. Avec ces nouveautés, Développement économique Princeville souhaite lever davantage d'obstacles financiers à l'accession à la propriété et encourager les projets résidentiels durables et adaptés aux besoins des familles d'aujourd'hui. Par ce programme bonifié, nous réaffirmons notre engagement à soutenir la croissance démographique, à favoriser l'établissement de nouvelles familles et à contribuer activement au dynamisme économique de notre communauté.
Les personnes intéressées sont invitées à consulter l'ensemble des conditions d'admissibilité et des modalités du programme, ainsi que tous les autres programmes qui sont offerts par Développement économique Princeville pour 2026 sur le site destinationprinceville.com. Merci de votre attention. Finalement, M. Danny Beauvillier nous a résumé l'année 2025, en plus de se prononcer sur les objectifs pour Princeville en 2026. Pour une deuxième année consécutive, Princeville a franchi le cap des 30 millions en investissement avec un résultat de 31,36 millions pour 2025. C'est la seconde meilleure performance jamais enregistrée à Princeville. Sur une période de 10 ans, ça représente plus de 223 millions de dollars en investissement sur notre territoire. Le point le plus spectaculaire de notre bilan, c'est le suivant. Princeville a établi un nouveau record de 22,5 millions en investissement seulement au niveau résidentiel pour 2025, ce qui vient éclipser l'ancien record de 13,6 millions établi en 2024. Avec les nouveaux projets qui sont actuellement sur la table à dessin, notre objectif pour 2026 est de demeurer au-dessus de la barre des 30 millions pour une troisième année consécutive. Lorsqu'on parle de construction résidentielle, concrètement, qu'est-ce que ça représente? Le prochain tableau est vraiment intéressant. Alors, on tombe au niveau des unités résidentielles. En 2025, Princeville a émis des permis pour la construction de 86 nouvelles unités résidentielles. Ça, c'est du jamais vu. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a battu le record de 77 unités qui avait été établi en 2024. En seulement 2 ans, c'est 163 nouvelles unités résidentielles qui sont apparues sur notre territoire. Avec l'arrivée du Faubourg des Prés, combiné à d'autres projets sur le territoire de Princeville, on a un objectif ambitieux de 350 nouvelles unités résidentielles au cours des 5 prochaines années. Uniquement pour 2026, on a un objectif de 80 nouvelles unités. Maintenant, au niveau démographique, ça aussi, ça fait partie de notre bilan. Le dernier décret paru dans la Gazette officielle du Québec a établi la population de Princeville à 6 416 habitants pour 2026. Une légère baisse. Ça représente quand même une croissance de la population de 12,4 % au cours des 15 dernières années. Si on tient compte du fait qu'on a ajouté 163 nouvelles unités résidentielles au cours des 2 dernières années, et qu'on prévoit ajouter 350 nouvelles unités au cours des 5 prochaines années, on pense que Princeville pourrait passer le cap des 7000 habitants très bientôt. Bref, en résumé, tout d'abord, le nouveau développement domiciliaire du Faubourg des Prés arrive enfin. Début des travaux et disponibilité des premiers terrains dès cette année, en 2026. Ensuite, Développement économique Princeville continue de soutenir la construction domiciliaire avec son programme d'accès à la propriété Première Maison en version bonifiée. Résultat pour 2025, encore des records pour Princeville avec 22,5 millions en investissement résidentiel et 86 nouvelles unités. Finalement, pour nos objectifs, pour 2026, 30 millions en investissement, 80 nouvelles unités résidentielles et on vise une population de 7000 habitants d'ici 3 à 5 ans. Alors, ça fait le tour pour les résultats et les objectifs. Avec ces annonces, la Ville de Princeville trace les grandes lignes de son développement pour les prochaines années. Des projets qui visent à soutenir la croissance, tout en maintenant un milieu de vie accessible et dynamique pour les citoyens. Il va maintenant falloir suivre l'évolution de ces dossiers au cours des prochains mois. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était Jacob Canville à la TVC. Le ministère de l'Éducation a procédé à d'importantes coupures de budget dans le programme de culture à l'école et Carl Blanchette de la télévision de la Matapédia discute des impacts de ces coupures avec Michel Coutu, directeur général et artistique chez Diffusion Mordicus.
Le gouvernement prévoit faire des coupures importantes dans les sorties scolaires. J'ai décidé d'aller à la rencontre de Michel Coutu, qui est le directeur de Diffusion Mordicus, afin d'avoir un peu son opinion sur le sujet. Bonjour Michel, merci beaucoup de nous recevoir. Bonjour Carl. Le vérificateur général il a proposé de faire une coupure de 13 millions dans le programme de la culture à l'école pour 2026 et de 26,5 millions pour 2027 sur un budget de 40 millions. Quelle a été ta première réaction quand cette nouvelle-là est venue à toi? Bien, écoute, on fait des pieds et des mains pour amener les jeunes à la salle de spectacle, les faire vivre le maximum de culture. C'est pas nouveau au niveau des gouvernements, justement, de vouloir couper dans la culture parce que ça passe souvent pour une dépense. La réaction qu'on a eue, bon, évidemment, c'est une réaction, c'est un choc pour nous si jamais ça se concrétise parce que les montants qui sont alloués à la culture, il faut bien comprendre, ce programme-là, c'est de l'argent qui est donné aux écoles. Donc, ce n'est pas de l'argent qui est donné aux diffuseurs de spectacles. L'argent est remis aux écoles et chaque école choisit de venir voir un spectacle. C'est le professeur qui choisit de venir à 1, 2 ou 3, 4 activités culturelles dans l'année pour fréquenter une salle de spectacle, un musée ou le salon du livre. Donc, toutes ces coupures-là, on parle aussi dans les branches que c'est des coupures reliées à l'argent que les écoles retournent au gouvernement. Donc, si l'an passé, on a retourné 17 millions, ben le vérificateur général s'est dit, ben pourquoi on redonnerait cet argent-là si ils ne s'en ont pas servi? On a eu accès en 2023 à un budget qui a été déposé, mais c'est avec l'aide à l'information, justement, là, il y a près de, mon Dieu, je te dirais peut-être une quinzaine de millions qui ont été retournés au gouvernement. Il y a certaines commissions scolaires qui ont retourné jusqu'à 500 000 $ de budget non utilisé pour les sorties scolaires, pour les sorties à l'école et la culture à l'école. Donc, je pense qu'il y a aussi une façon de fonctionner dans les centres de services scolaires au niveau de leur budget pour être capable d'arriver à la fin de l'année et de dire, bien, écoute, il nous reste 20 000 $, on va le dépenser, il faut qu'on emmène les jeunes à l'école. Donc, c'est ça qui est surprenant parce que ils veulent faire des coupures sans nécessairement avoir l'heure juste de ce qui se passe auprès des diffuseurs et qui se passe dans les écoles aussi, là. C'était quoi l'objectif de ce programme-là, la culture à l'école? Puis c'était quoi, selon toi, l'importance de ces sorties-là? Bien, on le sait, là, écoute, voir des spectacles, fréquenter des artistes, composer des chansons, jouer de la musique, c'est pas seulement un loisir, c'est un outil pédagogique assez puissant. Puis, ce programme-là, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, c'est de l'argent qui est donné aux écoles pour permettre aux étudiants, bon, je te donne un exemple de cas, on a 20 $ par jeune dans la vallée de Matapédia, mettons, dans une classe. Donc, ces jeunes-là, nous, on envoie des offres de spectacle aux professeurs ou au centre de services scolaires. Donc, ils décident, bien, on va apporter les jeunes dans la salle de spectacle. Le billet est 9,50 $ ou 10 $. Donc, ensuite de ça, c'est cet argent-là qui sert à payer le billet du jeune. Nous, au niveau de Diffusion Mordicus, il y a une autre mesure qui a été mise en place par le gouvernement du Québec qui s'appelle l'aide aux sorties scolaires, qui est un programme qui a été mis en place justement pour aider les centres de services scolaires et les écoles à venir en salle. Donc, ça se contredit. Le programme, il est encore là. On reçoit de l'argent pour payer les cachets, pour aider aux artistes et payer la différence, justement, du billet sur 9,50 $ pour un étudiant. On parle peut-être d'un billet à 22 $ ou 25 $ pour venir. Là, on parle de tous les frais. Donc, tout ça est assumé par une autre mesure concrète qui a été mise en place pour faire la promotion de la culture à l'école. Et le gouvernement du Québec, on parle de la CAQ, a fait vraiment son cheval de bataille au niveau du jeune public, de faire vivre le maximum de culture dans les écoles. Donc, ça se contredit, les deux choses se contredisent tout le temps, là. Puis ici, dans la Matapédia, tu es un des principaux diffuseurs donc, pour ces sorties scolaires-là. Peux-tu me dire environ c'est combien de spectacles par année qui sont présentés? Puis, disons, combien de billets vendus? Bien, en gros, on fait entre 5 à 6 spectacles pour un total entre 19 et 20 représentations. En tout et partout, sur une année, mettons que Diffusion Mordicus, dans une année complète, va vendre entre 12 500 billets. Là-dedans, c'est 5 500 jeunes. C'est 5 500 billets, c'est-à-dire que les jeunes vont venir 19 fois dans une année scolaire
dans la salle de spectacle. Donc, c'est pas n'importe quoi. Donc, c'est notre future clientèle. Donc, à ce moment-là, s'il y a une telle coupure, est-ce que les professeurs vont dire, ben écoute, on va y aller seulement 2 fois? Et là, je pense entre autres au musée Matamedjak, aux Abscales, qui eux aussi offrent des sorties scolaires. Est-ce que les professeurs vont mettre une coupure sur s'éloigner de la salle de spectacle? Le transport scolaire, on s'entend que les budgets ne sont pas là. Mais encore là, le gouvernement nous permet d'aider au transport scolaire lorsque les jeunes se déplacent à la salle Jean Cossette. Donc, ces coupures-là vont peut-être toucher surtout le service aux élèves dans les écoles. Si les professeurs, les enseignants ou les centres de services scolaires décident, bien, on va continuer de l'avant, là. Donc, les impacts qu'on peut s'attendre, c'est une réduction de quantité, de qualité? À quoi on peut s'attendre? C'est sûr qu'il n'y aura pas une réduction de qualité, parce que les spectacles qu'on donne sont vraiment de qualité. Et ce qui risque d'avoir, c'est une diminution de fréquentation. Mais encore là, le gouvernement, dans le nouveau programme en français à l'automne prochain, à l'automne 2026, lors de la prochaine rentrée scolaire, demande aux professeurs de français de faire au moins 5 sorties culturelles dans leur année avec leurs élèves. Donc là, il y a quelque chose qui se rencontre. Là. Il n'y a personne qui se parle dans ce gouvernement-là ou au ministère. J'ai aucune espèce d'idée. Mais à quelque part, le vérificateur général suggère de faire des coupures. Mais le gouvernement dit, bien nous, on va obliger nos profs de français à sortir 5 fois plus dans l'année pour aller fréquenter une salle de spectacle ou fréquenter la culture. Donc, on ne comprend plus. Là. Il y a vraiment, je pense, un manque de communication quelque part. En 1976, la famille Turcotte de Prévost ouvrait sa maison avec comme mission de soutenir les plus démunis. Et quelques 50 ans plus tard, cette mission se poursuit toujours, nous explique Dan Brisson de la télévision communautaire des Laurentides. Madame Landry, Evelyne, merci de nous recevoir. Ça fait plaisir. À la maison d'entraide de Prévost. Qui est Evelyne? Comment vous vous retrouvez ici? Vous êtes qui? Moi, j'ai été longtemps dans le milieu des garderies. J'ai été 13 ans indicatrice, 4 ans directrice d'une garderie. Puis, pendant que j'étais en direction, j'ai décidé d'aller faire mon certificat en gestion des ressources humaines parce que c'est quelque chose qui me passionne. Fait que, en faisant ça, ben, à un moment donné, j'ai dit « Ah, j'aimerais ça essayer de relever des nouveaux défis. » Puis là, ben, j'ai vu l'offre d'emploi ici. Puis ça m'a vraiment interpellée. Parce que l'humain, je l'aime, puis l'humain, j'aime en prendre soin. Je suis comme une maman pour tout le monde. Fait que je pense être à la bonne place dans le communautaire. C'est vraiment quelque chose qui m'allume, puis quelque chose qui m'interpelle. Fait que je suis venue ici, puis j'ai été choisie. Ah ouais, puis là, c'est un coup de cœur, là, j'imagine? J'adore le communautaire. Moi, à la base, j'ai un major en psychologie, mineur en histoire. J'ai été 2 ans en littérature aussi pour finir en garderie. Fait que j'ai beaucoup de choses qui me passionnent dans la vie. Puis, ce qui revient toujours, c'est l'humain. Fait que les gens, je les aime. J'aime ça parler avec les gens. J'aime ça les aider. J'aime ça prendre soin d'eux. J'aime, tu sais, j'ai peut-être dans un rêve de licorne, là, mais j'aimerais que tout le monde soit bien, que tout le monde mange à sa faim, puis que tout le monde trouve les ressources nécessaires. Fait que comment changer ça quand que, tu sais, des fois, c'est difficile de le trouver. Ben, c'est en s'impliquant dans le communautaire. À mes yeux, là, pour moi, là, c'est ça. Fait que c'est pour ça que je suis ici. J'adore ça. Je suis à ma place. Ça a-tu commencé plus jeune, genre au secondaire, puis là, vous étiez impliqué à quelque part, à l'école ou plus tard au cégep? Non? Non, pas tant. J'ai toujours été intéressée à écouter les gens, à essayer de les aider quand ils ont des difficultés. Moi, je voulais être psychologue. Bonne amie, là. Oui, c'est ça. T'sais, moi, on m'appelait la maman du groupe. Là. Je voulais que tout le monde soit bien, puis que tout le monde soit correct, puis je m'occupais de tout le monde. Puis... Fait que c'est plus ça. J'étais la maman, puis j'aimais écouter les gens, j'aimais essayer de voir avec eux comment ils pouvaient cheminer. Puis, je voulais être psychologue, c'était pas pour rien. Là. Ça fait combien de temps vous êtes ici maintenant? Ça va faire bientôt 3 ans. Et la maison d'entraide de Prévost existe depuis quand?
En fait, c'est la famille Turcotte après vous qui a ouvert sa maison pour les plus démunis en 1976. Mais nous, nos lettres patentes nous fait exister depuis 1978, au mois d'octobre 78. Fait que, théoriquement, ça devrait faire 50 ans en 2028 qu'on existe. Wow, félicitations. Ouais. Là, ce couple-là avait ouvert leur maison résidentielle, privée, pour aider des gens. Oui. Je connais pas tous les détails, mais de ce que j'ai lu puis de ce que j'ai vu dans nos archives, il avait vraiment ouvert la maison. Je pense qu'au début, il habitait au 2e étage. En bas, c'était pour aider les gens. Puis à un moment donné, ils ont comme juste laissé la maison, puis c'était un héritage. Puis ça a fini par être mis en OBNL. Puis là, en ce moment, bon, c'est ça, il y a un organisme à but non lucratif qui est indépendant de la ville ou de l'Église, ou on existe comme entité. On est financé par des dons, j'imagine. Il y a beaucoup de dons. Oui, en fait, notre plus grosse part de financement, c'est nos boutiques solidaires. C'est en fait les dons qu'on reçoit puis qu'on revend, qui sont encore utilisables, qu'on peut revendre. Ensuite, on a beaucoup de dons, surtout quand on organise notre guignolée à chaque année. Ça, on récolte beaucoup de dons en argent. Puis on a aussi, comme on reçoit le PISA, qu'on reçoit aussi des subventions au niveau politique, surtout de Mme Bélanger, qui est députée de Prévost et ministre de la Santé maintenant. Wow, oui, hein, ça doit aider. C'est ça, oui. On a un bel appui de sa part. On est dans une ancienne école. Oui. Comment on est passé de la maison à l'école ici? Il a fallu un moment donné déménager. Avant, c'était sur la rue Victor, qu'on m'a dit. Puis là, il voulait avoir un autre endroit. Puis là, ça ici appartenait aux services sociaux. Okay. La ville l'a racheté, puis ils nous l'ont revendu. Fait que la ville a gardé le stationnement qui est autour. Ça, c'est à la ville. Mais tout ce qui est le bâtiment nous appartient. Fait que c'est nous qui l'avons acheté. Et là, on a plusieurs espaces ici. C'est quand même assez grand. J'ai trouvé que c'était vraiment comme plus grand que bien des endroits où on retrouve ce genre d'organisme. Vous avez l'entrepôt et vous avez c'est comme des classes, des anciennes classes qui sont pleines à craquer de dons que vous revendez. Les gens, la clientèle qui vient magasiner ici, disons, là, et c'est qui notre clientèle? C'est ça. Comme vous avez dit, on a 3 espaces de vente. C'est sûr que notre clientèle est variée. De plus en plus, on retrouve des jeunes. Maintenant, on est ouvert le samedi. On voulait aller rejoindre les gens, les travailleurs qui peuvent pas venir la semaine. Fait qu'on a des familles le samedi. Mais on a aussi des revendeurs. Des gens qui achètent pour revendre ensuite plus cher. Sinon, on a des gens dans le besoin, mais on a des gens de toutes les classes sociales. Oui, hein? De plus en plus, les gens sont conscientisés face à l'environnement aussi. La récupération d'objets. Oui, c'est ça. Le réemploi, le mot à la mode en ce moment, c'est réemploi. Le réemploi. Oui, dans le fond, réemploi, ressourcerie, c'est ce qu'on fait, puis c'est ça. À Passepébiac, le club Les Aventuriers de la Baie vient d'ouvrir un sentier d'hiver pour les véhicules tout-terrain, les VTT, d'une longueur de 70 km entre Port-Daniel et Bonaventure. Un reportage de Simon Thériault de Télévague. Le conseil d'administration du club VTT Les Aventuriers de la Baie a travaillé fort sur un projet de sentiers hivernaux et c'est maintenant officiel. Depuis le début de l'année, le VTT et le côte-à-côte peuvent se pratiquer toutes les saisons. Le samedi 17 janvier dernier, c'était l'inauguration des sentiers d'hiver et c'était une superbe journée pour leur première randonnée hivernale de groupe. Qui sait, vous aurez peut-être envie de vous joindre à eux lors de leur prochaine excursion. J'ai recueilli quelques informations de Sébastien Ménard, président du club VTT Les Aventuriers de la Baie, à propos de cette nouvelle activité hivernale. C'est un club de VTT qui, avant cet hiver, était un club seulement estival. Autrement dit, on pratiquait le VTT seulement l'été et l'automne en Gaspésie. Nous, à la dernière Assemblée générale annuelle, en septembre, on a eu une demande de certains membres qui nous demandaient de regarder la possibilité de faire des sentiers hivernaux. Et avec les nouveaux élus sur le conseil d'administration, qui ont tous voulu embarquer dans le projet, on a travaillé sans relâche depuis 4 mois
pour faire un tracé hivernal pour le club de VTT des Aventuriers de la Baie. OK, fait que vous avez commencé vraiment à travailler dans les sentiers. Ça fait plusieurs mois là, pour préparer la saison. Bien, il a fallu préparer des demandes de droits de passage sur toutes les municipalités, de Port-Daniel jusqu'à Bonaventure, parce qu'on avait les droits de passer seulement l'été, alors que maintenant, on veut les avoir 4 saisons. Puis je voudrais remercier toutes les municipalités qui ont embarqué dans notre projet à 100 %. Ils sont derrière nous depuis le début. Puis là, tu dis les nouveaux membres. Vous êtes plusieurs nouveaux membres? Pas nouveaux membres, mais sur le conseil d'administration? Oui, sur le conseil d'administration, oui, il y en a plusieurs nouveaux qui ont été élus là, en septembre. Puis on a grossi aussi notre conseil d'administration. Maintenant, on est rendu 9. OK, 9 membres. Puis là, il y a une activité qui a eu récemment. Là, vous avez fait une sortie, je crois. Samedi dernier, on a fait une inauguration de nos sentiers. On a fait de Tronçon Port-Daniel jusqu'à Bonaventure, qui représente 70 km environ. Puis la réponse, c'était bon? Oui, on était une quinzaine de personnes. C'est sûr que c'est nouveau. T'sais, nous, ce qu'on veut, c'est de promouvoir le plus possible l'activité quad hivernale en Gaspésie. On est en discussion avec le club de VTT de la Baie, qui est notre voisin, qui ont un très grand intérêt, eux autres aussi, pour des sentiers hivernaux. Il reste à voir s'ils vont embarquer l'an prochain ou pas. Là. Puis si, mettons, j'ai un véhicule à la maison, qu'est-ce que je fais? À qui je m'informe si je veux faire partie de vos clubs puis faire des sorties avec vous? C'est sûr qu'on ne se cachera pas que entretenir des sentiers d'hiver, il y a un coût à ça. Puis pour embarquer, puis pour faire du sentier avec nous, ça prend un droit d'accès. On peut se procurer là, via notre page Facebook, Club des Aventuriers de la Baie. Il y a un lien pour aller à la Fédération québécoise des clubs quad, ou vous pouvez aller directement sur le site de la Fédération québécoise des clubs quad et acheter votre droit d'accès annuel, qui est au coût de 398 $ avec droit d'assurance. Puis ça, je peux sortir, exemple, je peux aller tout seul, ou quand il y a souvent des sorties organisées qu'on peut aller en groupe, parce que j'imagine les gens, ce qu'ils aiment, c'est faire les sorties de groupe. Puis, C'est sûr que nous, ce qu'on voudrait cet hiver, c'est faire des activités, là, peut-être pas tous les week-ends, mais plusieurs week-ends dans l'hiver, faire des activités pour embarquer le plus de monde possible là, avec nous. Okay. Mais c'est possible aussi d'y aller tout seul, aller se promener dans les sentiers. Vous pouvez circuler en sentier, sont surfacés régulièrement, on fait l'inspection des sentiers régulièrement aussi, pour être sûr et certain que c'est toujours praticable, que quelqu'un va partir seul puis il ne restera pas pris là, dans la neige. Donc ça prend sa carte de membre, puis là ça donne... Oui, ça prend son droit d'accès. Il ne faut pas oublier de respecter la réglementation. Oui. Côte à côte, ça prend quand même un casque à l'intérieur. Permis de conduire, immatriculation. Puis là, on va faire une petite sortie. On va aller faire un tour. On va aller vers Port-Daniel, probablement. On peut aller voir en forêt. Là. C'est magnifique. Oui, il y a quelques beaux endroits à découvrir. Puis profiter de la nature, oui, c'est très beau. Bon, mais c'est parfait. Je te remercie. As-tu un autre petit mot que tu voudrais dire pour clore? Non, je voudrais remercier tous les bénévoles du conseil d'administration. Il y a énormément de travail en arrière de ça. C'est des heures et des heures de bénévolat que tous les membres ont mis. Puis sincèrement, je voudrais les remercier là, parce que c'est pas juste moi. Moi, je suis juste un grain de sable dans tout ça. Là, fait que tout le monde a participé. Là, puis je voudrais juste les remercier. Le club de VTT Les Aventuriers de la Baie nous propose 70 km de sentiers hivernaux de Port-Daniel jusqu'au club Tourbillon de Bonaventure. Vous pouvez désormais utiliser votre véhicule récréatif même en hiver. Venez vivre l'aventure sur de beaux tracés sécuritaires et balisés au cœur de la baie des Chaleurs. Il est possible d'obtenir vos droits d'accès obligatoires sur la page Facebook du club. Il faut être en règle, avoir un permis de conduire et respecter les normes de sécurité et surtout faire attention aux petits imprévus qui peuvent se présenter devant vous. Que vous rouliez en 4 roues ou en côte à côte, avec pneus ou chenilles, vous serez les bienvenus dans les sentiers hivernaux tant que la largeur maximale de 66 pouces est respectée. Alors, Simon, comment as-tu trouvé ton expérience quad hivernale? C'est très intéressant. Puis, je suis sûr que les gens qui vont venir vivre l'expérience, ils vont vraiment aimer ça. Là. Ça vaut la peine de sortir, venir voir les sentiers. Puis, on peut quand même tenir une belle vitesse, arrêter, prendre son temps, regarder, prendre un lunch, manger, emporter les enfants.
Parfait, c'est ce qu'on souhaite, puis que le monde adhère le plus possible là, à nos sentiers hivernaux. Puis ça, pour vous procurer le droit d'accès, c'est sur notre site sur Facebook, Club de VTT Aventuriers de la Baie. Le lien est sur notre page Facebook ou directement sur le site de la Fédération québécoise des clubs quad. Procurez votre droit d'accès puis venez profiter de nos beaux sentiers hivernaux à Passepébiac. Parfait. Merci. C'est tout pour le bulletin des régions cette semaine. J'espère que cela vous a plu. Je remercie toutes les stations de télévision participantes et je vous dis à bientôt.